Riff & Jack avec JF sur Happiness. Bienvenue dans Riff & Jack sur Happiness. Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs du post-metal français avec un groupe qui s'impose désormais comme une référence nationale. Formé autour du guitariste Chris Fraisier, March of Scylla réunit Florian Vasseur au chant, Gilles Masson à la batterie et Robert Debiendra à la basse. Après un parcours fulgurant, sélection inouïe du Printemps de Bourges, localement passage remarqué à la Lune des Pirates ou encore au Festival R4, signature chez Clonosphère, Season of Mist. Le groupe sort son premier album Andromeda, un disque dense, progressif et habité. Leur univers s'inspire des mythes anciens, de Gojira, Sleep Token en passant par les fractures intérieures de notre époque. Bienvenue à March of Scylla dans Riff & Jack. Riff & Jack avec JF. Eh bien, Flo, salut. Salut. Et puis, bonjour à vous deux. Rob qui est avec nous à la basse. Salut les Happiness. Eh bien, bienvenue à vous. On est heureux de vous recevoir dans Riff & Jack. Et merci aussi à Arnaud, président d'Happiness Oise, qui s'est joint à moi pour partager donc, ces échanges. Avec grand plaisir, JF, d'être là. Ça me fait rappeler des souvenirs. Je vais prendre 2 secondes la parole, mais j'avais une émission à l'époque qui s'appelait Hit Rock Forever et ça me fait rappeler un peu ça. Sauf que là, je ne suis plus leader. Voilà. Tant pis, c'est comme ça. Je prends avec grand plaisir ce relais. Ça me fait plaisir d'être là et puis d'être en bonne compagnie. Alors au départ, March of Scylla, c'était un projet personnel. Comment ça s'est transformé en projet de groupe ? Alors c'était un projet personnel de Greg qui, alors je raconte un peu l'histoire parce qu'elle est toujours un peu avec le sourire quoi. C'est-à-dire que Greg c'était un copain, c'est un musicien d'Amiens, voilà que plusieurs à connaître, à avoir fréquenté. C'était son projet studio. Et puis, il a commencé à recruter un peu des musiciens pour faire vivre son projet. Ça a mis quelques années. Il continuait d'écrire un peu dans son coin. Chris l'a rejoint assez vite à la composition. Donc, ils se sont mis à travailler à deux. Voilà, on s'est mis un petit peu à répéter, etc. Et puis, quand le groupe a commencé un petit peu à s'installer et à décoller, il a quitté le groupe. Ouais. Donc c'est un peu l'histoire de March of Scylla. Donc il construit le tout et il s'en va et il vous laisse la place. Exactement. Et c'est bon voilà, on est quand même reconnaissant parce que ça a lancé le groupe et puis finalement voilà, on a continué quoi. Alors vous venez d'univers très différents, le death, progressif, grunge. Qu'est-ce qui vous a rassemblé autour de ce son ? Qu'est-ce qui nous a rassemblés autour de son disons que il y a un peu tout ça quoi dans March of Scylla. Alors il y a évidemment la composition de Chris qui est capable de sortir des trucs qui sont justement qui font un peu la synthèse de tous ces styles musicaux. Voilà, on arrivait tous à s'y retrouver assez facilement dans ce que Chris propose quoi. On a toujours eu une base assez prog metal de toute façon, tous les 4, donc ça a été facile. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui vous a poussé tout simplement à choisir, à basculer justement sur ce côté-là ? Qu'est-ce qui vous a séduit en fait ? En fait si tu veux ça se commande pas quoi, c'est un moment où on sort c'est dans les tripes. Ouais non, puis il y a un riff, tu sais, il y a un morceau qui est proposé tout au début du groupe et puis on se dit ouais cool, ça c'est ça qu'on a envie de faire quoi. Et puis Gilles il va rajouter sa touche à la batterie, Rob à la basse, etc., moi au chant, et ça fait en fait le mélange de tout ça, ça fait March of Scylla et c'était pas prévu quoi. C'est-à-dire voilà, on savait pas trop où on allait non plus quoi. Ok. Le nom March of Scylla, justement, ça vient d'une figure mythologique très forte. Pourquoi vous avoir choisi Scylla, d'ailleurs, une nymphe transformée en créature ? Ouais, tout à fait. Alors, le côté mythologique, au départ, a été apporté par Chris, qui est fan et prof de philo dans la vraie vie. Et passionné de mythologie. Et passionné de mythologie. Moi, je le rejoins là-dessus. Rob aussi, voilà, on a fait des facs d'histoire, etc. C'est un truc qui nous parle pas mal. March of Scylla, c'était un titre d'un ancien groupe de Christopher, et on trouvait que ça sonnait vraiment vraiment cool. Et en plus de ça, on avait envie d'un personnage féminin un peu badass, voilà, on trouvait que ça envoyait pour représenter le groupe quoi. Ouais, c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus badass que les hommes, enfin comme c'est en minorité, c'est vrai que ressortir ce côté-là, je trouve ça c'est plus et puis percutant, quand elle décide de massacrer tout le monde, c'est ça, pour le coup, c'est vachement plus impressionnant finalement. Les femmes font peur. Enfin, calmez-vous mesdames. Scylla, moitié femme, moitié serpent, entourée de tête de chien, d'ailleurs, quelle symbolique d'ailleurs vous voyez derrière cette transformation.
Les symboliques qu'on voit, vraiment, il y a ce côté vengeur, quoi. C'est-à-dire qu'elle par jalousie, elle se fait transformer en monstre par Circé, qui est jalouse de sa beauté. Et puis, Alors, c'est ça, je fais balin. En piètre connaisseur. Mais... Ouais, non, puis nous aussi, on n'est pas non plus, on n'a pas de licence là-dedans, mais voilà, le côté, je me venge en fait ensuite de ce qu'on m'a fait subir, et puis de tous les hommes qui font les malins et qui passent à proximité, on trouvait ça cool, quoi. Mais est-ce qu'il y a une signification particulière justement d'avoir choisi justement ce type de monstre là, si on peut dire, ce symbole, est-ce qu'il y a une représentation particulière, un message véhiculé derrière ce choix ? Non, comme je te dis juste avant, c'est vraiment un personnage féminin fort, qu'on trouve cool, et puis ça permet aussi de relier ça à une imagerie. Voilà, on avait en tête la caverne, la caverne un peu gloomy, un peu dans lequel elle évolue, etc. Et on se disait ça peut faire un super visuel, etc. Et donc on a décliné ce visuel là aussi. Ouais, c'est plus sur le cosmétique ça, entre guillemets, si je peux dire. Ouais, c'est le côté esthétique, et puis je te dis le côté un peu vengeur, quoi, du truc qui était chouette, quoi. Et le côté esthétique d'ailleurs que vous avez beaucoup exploité sur votre dernier album Andromeda, et d'ailleurs pour le coup on a toute une panoplie en fait sur la référence sur cette symbolique là, et notamment il y a d'autres personnages d'ailleurs de mythologie, Ulysse, Mira, Cassiopée, Achille, toute la bande y est, quoi. Il y a une petite partie de la bande. Alors après, c'est des choses qui... c'est un espèce de fil conducteur tout au long de l'album. C'est des références à des personnages mythologiques, mais pas que. C'est-à-dire, il y a aussi des chansons qui racontent autre chose. Voilà. Donc on essaye de pas non plus s'enfermer complètement là-dedans. Mais c'est sûr que ça nous... ça permet vraiment de nous guider en fait dans le processus créatif. Ouais. D'accord, mais et pour rejoindre un peu ce que disait Arnaud, est-ce que vous faites un rapprochement quand même avec l'état de notre monde moderne ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'en général, le processus de composition, c'est soit Chris, soit moi qui amenons l'idée. On dit tiens, cette situation de la vie m'a fait penser à tel mythe ancien. Je pense à Mira, moi c'est un truc, c'est une histoire personnelle, j'ai d'autres chansons comme ça, et je me dis tiens, pas que des trucs marrons, non. Trahison. C'est souvent des trucs super durs dans la mythologie d'ailleurs, c'est rarement joyeux, c'est beaucoup d'histoires familiales atroces, etc., d'histoires de pouvoir, et beaucoup d'histoires de pouvoir, etc. Et donc on se dit tiens, ce truc là dans le monde actuel me touche vraiment. Est-ce que ça s'est pas déjà passé ? Est-ce que ça s'est pas déjà arrivé ? Est-ce que ça n'a pas déjà été raconté ? À 99% oui. Donc je me dis tiens, cette figure mythologique me fait vraiment penser à cet événement particulier, et donc je vais écrire une chanson par rapport à ça. On parle aussi de vos influences, l'incontournable Gojira, mais aussi Tesseract, Sleep Token, Architects. Qu'est-ce que chacun de ces groupes vous apporte dans votre manière d'écrire, de composer, de penser votre son ? Disons que c'est finalement des choses assez différentes. Je sais que Chris par exemple est très fan de métal moderne, donc là tout ce qui est Tesseract, etc., ça serait plutôt la partie de Christopher qui est vraiment très très fan de ces groupes là. Moi j'ai tendance à être un peu plus prog death, etc. Donc Gojira, puis Gojira c'est assez facile à citer parce que maintenant ils sont connus comme le Loup Blanc, et puis tout le monde a écouté Gojira. Sleep Token parce qu'il y a un petit côté moderne, et un petit côté un peu mélo parfois dans March of Scylla, c'est-à-dire il y a quelques travails de mélodie où on n'est pas que dans du scream tout le temps. Moi je travaille beaucoup les arrangements vocaux, etc., le chant clair, des choses très mélodiques en fait qui emmènent un petit peu les gens, et voilà. Et effectivement d'un passage à l'autre assez régulier. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu les recettes qu'on aime bien, parce que en fait comme je disais tout à l'heure, chacun dans le groupe va y trouver son petit bout de gras. Chris il va faire des riffs très gent, très metal moderne. On a un côté un peu death que Gilles aime bien. Moi j'ai des côtés un peu mélo, mais néanmoins c'est peut-être justement ce panaché qui fait que justement aujourd'hui peut-être on a un peu plus de popularité aussi sur les styles de métal, et notamment le vôtre. Ouais, c'est-à-dire que moi j'aime bien avoir un côté
je dirais pas accessible, mais un côté un peu mainstream, ouais, légèrement. de temps en temps il y a des refrains un peu pop, voilà. Ouais. Alors c'est pas de la pop très gentille, hein. C'est pas du Taylor Swift, hein. Je pense qu'on en est loin, mais des choses qui accrochent et qui sont pas uniquement du métal extrême, quoi. Ouais, de toute façon après vous avez repris un peu les codes de la tendance actuelle, hein. Bah, en fait, c'est marrant parce que parfois on nous dit mais non, parce que finalement vous n'êtes pas dans du métal. Alors maintenant, la tendance, on va dire, c'est metalcore moderne, avec des chants très très clairs, des choses très très pop sur les refrains, etc. Puis des choses très très dures. Bah, en fait, on n'est pas vraiment là-dedans non plus. Vous êtes entre deux. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est toujours un peu compliqué de nous catégoriser. Voilà, on fait un peu. Après, il faut savoir effectivement donc sortir du côté mainstream pour se rattraper sur le côté plus personnel, plus. C'est ça, voilà. Le côté un peu prog, moi, c'est un côté que j'aime bien dans March of Scylla, voilà, le côté un peu prog, un peu sombre aussi, parce que je parlais de metalcore juste avant. Le metalcore, finalement, c'est pas si sombre. Il y a des choses qui sont très happy, etc. Nous, on a plutôt, on se dirigerait plutôt vers le post-black dans l'esthétique, quoi, l'esthétique sonore, quoi. Après, quand c'est profond, c'est plus intense, donc c'est plus marqueur, c'est plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Plus intense et t'arrives mieux à te remémorer certaines choses. On va faire une première petite pause pour s'écouter Ulysses Lies, extrait de votre album Andromeda. Riff and Jack avec JF. Vous écoutez toujours Riff and Jack sur Happiness, toujours en présence de Flo et de Rob du groupe March of Scylla, et on va parler de votre album Andromeda, entre mythe et réalité. Et avant ça, je voudrais quand même remercier aussi Arnaud qui est présent. Merci Arnaud de ta présence, Arnaud, vice-président de Happiness Oise, et merci Ben aussi pour la réalisation de cette émission. L'album sort début 2025 chez Clonosphère, Season of Mist. Comment s'est passée cette collaboration ? Super. Merci. Voilà, super. N'en dis pas plus. Non, au moment où on s'est lancé dans le projet d'album, on a cherché assez vite des partenaires, un label notamment. Il se trouve que Clonosphère en ce moment, ils sont hyper actifs, ils sont hyper connus, etc. Et donc après quelques coups de fil de négociation, etc. Guillaume, donc guitariste de Clone, qui est à la tête de Clonosphère, accepte de travailler avec nous et de promouvoir notre prochain album. Donc, super. Ça a été une belle surprise parce qu'on n'y croyait pas. Je me souviens quand j'ai commencé la ZIC, Clone il commençait aussi, on était comme des gamins, et rentrer dans Clonosphère, franchement, c'était le Graal. C'est vrai qu'on était contents, et c'était la reconnaissance en fait, de se dire waouh. Ça y est, vous avez votre place, vous commencez. Ouais, et d'ailleurs, ce qui a aidé dans la décision, c'est qu'on bosse avec Francis Cast, au son, donc à la prod, et Clone ont souvent enregistré avec Francis, donc du coup, voilà, ça a permis aussi à Clonosphère d'avoir confiance en fait dans le projet, quoi. De toute façon, vous le méritez parce que la prod est vachement bonne. On va pas se mentir. C'est le chant est qualitatif, les guitares, tout est bien harmonieux. On sent qu'il y a eu beaucoup de mastering derrière, et puis il y a votre patte, quoi. Ça s'entend, quoi. Ouais, il y a un gros travail sur la prod. Qu'est-ce que vous vouliez raconter avec Andromeda, avec l'évocation successive dans vos titres de plusieurs personnages de mythologie grecque? Ça ressemble à un concept album, comme Un peu, c'est ça, concept album, dans le sens où on est dans un univers mythologique. Il y a quelques figures qui ressortent sur cet album-là. Il y en avait d'autres sur l'EP d'avant, puisque donc on a quand même sorti 2 EP avant. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le hasard en fait des compositions qui fait que je me dis tiens, ce personnage-là à ce moment-là, il évoque vraiment quelque chose dans l'histoire que j'ai envie de raconter. Et donc comme ça, ça s'enchaîne un petit peu. Donc on fait le tour de ces différentes figures mythologiques, en fonction. Ok, vous associez tout un univers mystique en plus. Ouais, tout à fait. C'est comme ça qu'on clôt l'album derrière avec un morceau qui s'appelle Cosmogonie, qui raconte vraiment cette histoire de création des divinités en général. Et c'est un petit peu le truc qui chapeaute en fait tout l'album, quoi. Et le titre, je t'en prie. Le titre de l'album fait aussi référence à un autre mythe, Andromède, la femme enchaînée et libérée. Une métaphore de quoi pour vous? Encore une fois, un personnage féminin badass qui aurait dû se faire dévorer et qui arrive à s'en sortir, etc. Et ça permettait aussi de faire le lien avec la galaxie d'Andromède, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette dimension un peu
space opéra un peu spatial quoi, un peu cosmos, un peu cosmos, cosmique dans Andromeda qu'on voulait vraiment mettre en avant. Et donc du coup là, ça racontait les deux choses, ça racontait la constellation, la galaxie et puis le personnage mythologique. Moi j'aurais une question par rapport à l'album, du coup. Est-ce que ça a demandé combien de temps de travail au niveau de la rédaction, enfin l'écriture plutôt, la composition du son, le choix, la direction artistique, enfin tout ça, ça vous a mis combien de temps à réaliser ? 2 ans, non, je pense. Ouais, c'est ça, on est à peu près sur un peu plus de 2 ans de travail. Ouais. Je pense qu'entre le premier morceau et la sortie, il y a 2 ans et 2 mois à peu près. C'est en moyenne un album, quand on veut aller vite, c'est vraiment, on n'arrive pas à faire en dessous de 2 ans, quoi. On y arriverait peut-être si on faisait que ça de notre vie, si on bossait 7 jours sur 7, mais c'est pas possible. Donc en général, c'est pour bien faire les choses, je pense que 2 ans, c'est difficile de faire moins. Et c'est quoi pour vous la plus grande difficulté que vous avez pu faire pour réaliser cet album du coup ? Il y en a plein. La première, c'est évidemment financière, parce que ça coûte un peu de rond. Beaucoup d'argent de produire un bel album et quand on veut un son, quand on veut un clip, quand on veut des partenaires, il y a rien de gratuit. Surtout maintenant, faut savoir que la musique et le modèle économique, il est complètement, il n'existe pas, il marche sur la tête. Il y a rien qui fonctionne. Donc il faut aller chercher des financements, etc. Et ça, c'est vraiment la partie la plus difficile pour un artiste, je pense, notamment dans le métal. Voilà. Et après le reste, c'est caler des agendas. Ouais, c'est ça, c'est le plus dur. Et je terminerai par celle-ci avant de redonner la main à JF. Le côté justement artistique, le choix artistique de la pochette, qui l'a décidé et par qui ça a été fait ? Alors, on a cherché beaucoup de choses, on a fait énormément d'essais. On voulait une continuité avec l'EP qui est juste avant. Avec Dark Myth. Qui représente Scylla. Là, on voulait un autre personnage mythologique. Celui-là n'est pas identifié, en fait. Moi, je l'associe à une divinité qui pourrait évoquer le morceau Cosmogonie, justement. Donc, une divinité. On s'est dit tiens, on va mettre une divinité masculine pour alterner un petit peu, pour être dans la parité. Et puis voilà quoi. Enfin, c'est-à-dire. Je me permets une précision sur la DA parce que c'est hyper important. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience sur la direction qu'on voulait mener à partir de Dark Myth, et ça se voit déjà sur la pochette d'album qui est hyper sombre, où tu vois Scylla. Et là, on s'est dit on tient quelque chose. Il faut c'est ça. Et donc on a essayé de faire aussi bien sur Andromeda. Alors c'est Gilles, notre batteur, qui est très très à l'aise, qui est informaticien d'ailleurs, et qui est très à l'aise avec le numérique, etc., avec tous ces outils-là, qui nous propose des tests. Et ensuite, quand on a quelque chose on commence à se dire tiens là ça marche bien, et on le rebosse, et à la fin on a un graphiste qui reprend tout et qui met tout avec les bonnes teintes, les bonnes couleurs, etc. Voilà. Donc, mais voilà, c'est du tâtonnement quoi. Sur l'aspect esthétique et puis sur le niveau au niveau du son aussi, on sent quelque chose de plus clair et en même temps plus massif. C'est ce que vous avez cherché à faire, ou c'est venu assez naturellement en fait dans l'évolution du groupe et dans l'évolution aussi de vos appétences en fait sur le. Ouais. Alors ça faudrait demander à Christopher. Je pense que plus c'est gros, plus il est content. Et titre. Ouais, c'est ça. et donc non, mais voilà, c'est deux aspects de March of Scylla finalement. C'est-à-dire, on veut des fois ça envoie fort et c'est très très gros et c'est très très lourd. Et l'instant d'après, on a envie d'être sur un truc un peu aérien, un peu léger, avec des médiums hauts, des choses qui sont agréables à entendre et qui donnent. C'est un peu une envolée. Ouais, c'est ça qui donne. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on voulait mettre en avant dans la prod et voilà. D'accord. Assez content. On va faire une nouvelle pause musicale, on va s'écouter Blast. Vous êtes de retour dans Riff & Jack sur Happiness et nous sommes toujours en compagnie de March of Scylla, présent dans les locaux. Merci à vous. Merci à toi. Et puis, vous avez déjà joué sur de belles scènes, Shaun, Metal Fest, La Lune des Pirates, Zicodrome, le R4. Vous revenez du Metal Earth Festival de Brest. Alors, quelle date ressort un peu pour vous ? Deux super dates. Le Hot Fest dans le Nord. On a joué avec tout le gratin métal français. Il y avait Black Bombay, Gorod. Comment il s'appelait ? Ça fait plaisir, on vous invite les gars et puis on sera. Ouais, super. Non, je rigole, c'est ce qu'on rigole, je plaisante.
Dagoba, etc. Des bonnes têtes d'affiche bien françaises. Grosse tête d'affiche. C'était blindé. Il y avait 1200 personnes sur site. Ah oui, c'est pas rien. Donc c'était vraiment une chouette date. Et puis là, on revient de Brest, hein, comme tu l'as dit juste avant, et vraiment, on a été accueillis comme des rois. C'était une date incroyable. Les Bretons sont vraiment. Il n'y a pas à dire, les Bretons, ils savent faire. Hein. Tiens, j'ai une question. Quand vous montez sur scène, est-ce que vous avez un rituel, quelque chose pour vous déstresser, pour évacuer les choses, l'angoisse ou quoi? Enfin, est-ce que vous avez un tips concrètement? On se fait des bisous. Ah ouais, c'est vrai. et si c'est le cas, je pourrais venir ou pas, parce que. Non, on stresse tout seul dans notre coin comme des cons. Voilà. Ouais, d'accord. Chacun a son rituel, on va dire. Chacun son rituel, et puis voilà, puis on dit allez les gars, on va être bon, allez les gars, ça va bien se passer, il n'y aura pas de problème technique, parce que c'est toujours la hantise des groupes qui montent sur scène, un truc qui déconne, un machin qui marche pas, et puis voilà, t'es dégoûté. Finalement, c'est pas tant le jeu qui est évidemment important, mais alors la technique, c'est aussi. C'est primordial. Gros, sans technique, il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, à Brest, pour en revenir sur votre festival, tout était carré, vous vous êtes senti bien pris en charge? Ouais, alors au niveau de l'accueil, c'était vraiment parfait. S'il y a besoin de faire des réclames, c'est tout de suite. Hein, donc... non, mais vraiment, c'est le Metal Earth, voilà, vraiment chapeau. Vous pouvez pas râler, tout était parfait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est bon. Vous pouviez même pas râler. Même pas râler. On râle jamais. March of Silas, c'est un projet aussi visuel que musical. Comment vous construisez votre scénographie? On l'a bossé, on a fait 2 résidences à la Lune des Pirates, voilà, pour bosser la scéno, les tableaux, hein, qu'on appelle. Du coup, j'ai pu l'apprécier au R4. Hein. Ouais, si t'étais là au R4. Puis bon, on commence à bosser avec le même lighteux, le même sondier depuis un moment, voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on a eu l'occasion de travailler en résidence, à la Lune. Les positionnements, voilà, comment on cale les lights à tel moment, etc. Pour éclairer nos auditeurs, Flo, tu rentres en scène en capuchonné, façon Assassin's Creed. Un peu. Vous ajoutez à ça des lumières stroboscopiques, la fumée qui donne une ambiance mystique. Hein. Vous concevez tout ça en groupe ou comment vous travaillez là-dessus? Ouais, c'est ça. Déjà, c'est comment les morceaux. Voilà, qu'est-ce qu'on ressent quand on écoute le morceau, qu'est-ce qu'on a envie de voir. Voilà, on essaie d'imaginer les tableaux. C'est comme dirait notre lighteux, c'est pas la fête foraine. Hein. Donc il faut que ça soit vraiment une ambiance un peu gloomy, un peu comme tu dis. Voilà, quelque chose d'un peu froid et d'un peu sombre, et puis réussi, et puis des gros stroboscopes qui pètent les yeux à certains moments quand ça s'y prête. Et puis faut savoir faire confiance. On a fait confiance à notre lighteux. Il avait je pense des impressions peut-être esthétiques, et ça colle vraiment avec ce qu'on voulait faire rendre sur scène. C'est ça. Et est-ce que cette esthétique mystique, ça aide le public à rentrer dans votre univers? Vous sentez ça ou... C'est marrant, on a souvent cette conversation. Tout à l'heure, on parlait de Loco Muerte. Et Loco Muerte, c'est la fête quand ils jouent, c'est la fête, ça saute, jovial, etc. Tu te dis, ouais, génial, il y a une ambiance de fou. Et des fois, nous, quand on joue, c'est pas la fête du tout, quoi. C'est plus ténébreux, c'est ça. Et on se dit merde, les gens ils aiment pas. Et en fait, des fois on se dit tiens, bizarre, les gens, enfin voilà, c'est très. Et en fait, il y a beaucoup de gens après qui viennent nous dire, waouh, on a été vraiment emporté dans le truc, et on était vraiment avec une écoute super après, attentive. ça dépend de l'ambiance, la thématique employée dans le groupe. Ouais, c'est ça. L'énergie, ça te prend un peu, et voilà, et t'as pas du tout la même réaction qu'un groupe de punk hardcore où ça va sauter partout. Mais alors justement, vous devez prêter une attention particulière à votre positionnement en fait dans un festival par rapport à certains groupes qui vont jouer avant, après, etc. Alors ça, c'est pas nous qui décidons, malheureusement. Effectivement, un bon programmateur devrait y prêter attention, en tout cas. Devrait y prêter attention. Après, voilà, il y a toujours le jeu de qui est le headliner sur la soirée, etc., qui est le plus connu. Après, je pense le plus compliqué, c'est de prendre la place sur scène. Avec la thématique que vous employez, je pense que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, non? Il faut que ça s'intègre bien à une programmation. Je suis d'accord qu'il faut pas que le groupe d'avant dénote complètement et fasse un métal ou rigolo, et puis d'un seul coup on arrive, on se dit tiens, bon, voilà. Après, des fois ça marche quand même. Faut pas non plus être complètement fermé, mais c'est sûr qu'avoir un petit peu de cohérence sur une programmation, c'est important. Alors, vous allez me répondre les deux, mon capitaine, mais vous privilégiez le ressenti visuel, la performance sonore? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon général. Les deux, mon général. Non,
c'est l'un accompagne l'autre. En premier, c'est quand même le son, c'est quand même ça qui doit être l'objet de toutes les attentions. Et puis derrière, ça permet. Mais vous êtes quand même des festivaleux, donc du coup, ça a quand même beaucoup d'importance. Ah bah c'est sûr que ce que ça renvoie, quelqu'un qui nous a jamais vu, c'est sûr qu'il faut tout de suite qu'est-ce qui percutant, qu'est-ce qui percute dans ce groupe-là. Puis t'as des automatismes qui se font fatalement quand tu fais beaucoup de live en festival. T'as ton lighteux et tu sais que la lumière va s'éteindre à tel moment, ça va se rallumer, ça te porte en fait dans ton interprétation de ta musique. Si vous deviez définir votre show en quelques mots. En quelques mots, moi on a envie de proposer un show qui prend aux tripes. Voilà, un truc qui prend aux tripes, un truc dont on ressort où on s'est dit waouh la vache, j'ai ressenti plein de choses. J'ai pris une bonne claque. Voilà, j'ai pris une claque, mais pas que techniquement. Au contraire, j'ai été emmené. Voilà, c'est ça. J'ai été emmené dans un truc et je me suis senti vraiment un peu ailleurs pendant une heure de show, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. C'est vrai que aussi bien dans un album ou quoi, j'aime bien écouter ça dans un lieu calme et essayer de me transporter justement et savoir où l'univers de l'album va me conduire. Donc complètement, ouais. Le public métal, il est très sensible à l'énergie scénique, justement. C'est vrai. Comment vous la générez en tout cas, comment vous la gérez aussi, justement, cette énergie-là. Vous observez un peu le public et puis justement, vous essayez de vous... En fait, faut savoir qu'on est sur des rails, quoi. C'est-à-dire que quand on est en live, c'est parti. Ouais. On sait ce qu'on a à faire, on sait où on se place, on sait ce qu'on a. Pilotage automatique. On a plein d'automatismes. Néanmoins, évidemment, ça arrive des fois qu'on ait un public qui soit pas réceptif parce que il est 15h de l'après-midi, parce qu'on joue en premier et que on s'en fout. On voit les 3 personnes ou les 15 personnes qui sont vraiment attentives au premier rang et puis on joue pour eux, quoi. Et puis si on emmène ces 15 personnes-là, on est ravis. Après, c'est sûr qu'une scène, tu parlais du R4 tout à l'heure, où on a 1000 personnes qui sont là, ça bouge un peu, on sent que les gens sont emmenés. Forcément, ça vous transporte aussi. Ouais, ça me porte aussi. Après, il y a une difficulté avec notre esthétique qui est assez sombre, assez dark, par rapport à des groupes style hardcore, punk, où là, pour eux, c'est vrai que c'est peut-être plus facile de dire allez-y les gars, allez, faut que ça pogote. Nous, ça va être plus compliqué de dire ça, donc il faut vraiment jouer sur l'ambiance, quoi. Ça marche. On va faire une 3e pause musicale et on va s'écouter Storm Dancer, March of Scylla. Riff and Jack avec JF. Vous écoutez toujours Riff and Jack, avec nous autour de la table, toujours Flo et Rob. Merci à vous d'être présents, le groupe March of Scylla. On embrasse aussi Chris, qui n'a pas pu venir, ainsi que Gilles. Voilà. Et on tourne vers la suite et la vision du groupe avec l'Ionosphère et Season of Myth. Vous franchissez un vrai cap. Qu'est-ce que ça change en fait dans votre manière de travailler aujourd'hui ? C'est beaucoup plus pro, c'est-à-dire que entre le début du groupe et maintenant, tu commences à avoir l'habitude de bosser avec des partenaires professionnels, hein. Les gars, c'est leur métier, donc ils sont au boulot, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur de l'amateurisme amiens, le petit monde de la musique et qui est très bien, mais c'est sûr que quand tu veux grossir un petit peu et que tu commences à bosser avec des vrais partenaires, tu es obligé de faire bien les choses parce qu'ils n'ont pas le temps à perdre, quoi. Et j'imagine que du coup vous redécouvrez en fait ce que vous aviez préparé en amont, en fait. Ouais, c'est ça. Puis t'as des retours tout de suite, t'as des feedbacks sur des trucs. Ça non, le gars faut refaire. Ah bon putain, on refait. Tu bosses avec des pros, quoi. On a eu aussi un accompagnement de la Lune qui nous a vraiment aidé à se professionnaliser et aussi à rencontrer d'autres acteurs, effectivement, comme disait Flo, et ça, c'est... Donc ils vous ont aidé comment, alors, en fait ? Comment cette collaboration-là ? Alors, on a été sélectionné sur le dispositif d'accompagnement, c'était 2 ans, ça se termine là. Et tout à l'heure, je parlais de résidence pour bosser la scène, on a fait plusieurs résidences à la Lune des Pirates, et puis on a un entretien par mois à peu près, ou tous les 2 mois, pour faire un bilan du projet, où on en est où, les ventes, les machins, les trucs, où est-ce que ça en est, quoi. Et ça permet vraiment de structurer le groupe, ouais. Vous défendez aussi de nobles causes, droits des femmes, autisme chez l'enfant, vigilance face aux extrémismes. Est-ce que la scène, c'est un moyen aussi pour vous d'exprimer ces valeurs différemment que dans les textes ? Et écologie aussi. Et écologie, très important. Ouais.
À l'instar d'autres. Complètement. Voilà, on vit une époque qui est compliquée, qui fait peur, qui est inquiétante pour plein de raisons. Alors, en premier lieu, en fait, moi, je raconte ces angoisses-là, quoi. Ces angoisses-là qui sont des angoisses de père, des angoisses d'être humain, de citoyen, etc. Et ça se traduit donc dans différentes thématiques, comme tu l'as rappelé. Et effectivement, alors, à la fois c'est important parce que évidemment c'est actuel, c'est des choses qui nous touchent. Mais pour autant, on n'est pas un groupe revendicateur, c'est-à-dire que c'est des thèmes qui vont surgir. Voilà, c'est ça. Moi, on pourrait l'être. J'ai envie de te dire que moi je pourrait l'être si au fur et à mesure de notre notoriété, voilà, si on est interrogé sur des sujets, effectivement, se positionner, ouais, ça m'inquiète pas, ouais. Ça se ferait, quoi. Ce qui a relevé et ce qui est très intéressant aussi, c'est le nombre de festivals justement qui, comme le Hotfest, le Metal Arts Festival, qui ont pris conscience de ça et qui portent aussi ce genre Exactement. Et vous encouragent en fait dans cette voie aussi. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui se fait de plus en plus et qui a vraiment qui est noble parce que c'était le cas à Brest. Ouais, c'était le cas à Brest et au Hotfest. À chaque fois, c'est une association qui bosse avec le festival. D'ailleurs, Metal Earth Festival. Voilà, donc ils travaillent eux sur la propreté des rivières bretonnes, et Dieu sait qu'il y a à dire sur le sujet. Et donc c'est super important parce que ça fait de la prévention, ça permet de donner de l'argent à des associations qui en ont besoin pour s'occuper de ces trucs-là et de mettre en lumière ces soucis-là, voilà, parce que sinon personne ne le fait, quoi. Mais donc ça peut devenir quand même un leitmotiv. Complètement. Votre place dans la scène métal française aujourd'hui, vous l'apercevez comment ? On monte, mais on monte pas. Voilà, il faudrait vraiment qu'on monte encore plus. Non, c'est jamais fini, quoi. C'est-à-dire, c'est un travail acharné et on commence de rien du tout. Là, ce qu'on est aujourd'hui, on est fiers, vraiment. On est fiers, même si ça reste une réussite modeste encore. Mais voilà, on commence. Ça me fait marrer parce que quand je sors à la Lune, etc., on commence à m'arrêter un petit peu, tout ça, donc je trouve ça vachement marrant localement de commencer à être arrêté par des gens dans la rue, etc., c'est marrant. Et voilà, pour autant, au niveau national, il y a des groupes qui sont 20 fois plus gros que nous, qui ont une exposition qui est 20 fois plus importante, et donc on continue à travailler notre petit credo pour réussir à s'imposer, quoi. Et c'est travail acharné. Ouais. Mais c'est quand même inspirant et motivant parce qu'effectivement aujourd'hui il y a quand même un bon nombre de groupes en fait sur le métal, sur la scène métal française qui de très bonne qualité. Et de très bonne qualité. C'est ça, c'est extrêmement riche et de ce fait, pour tirer un peu son épingle du jeu, faut vraiment être honnête, quoi, et puis vraiment faire ce qu'on a envie de faire le mieux possible, et puis si c'est bien fait, ça peut effectivement payer, quoi. Les réseaux sociaux sont très présents dans votre communication, 2200 followers sur Insta. Pour vous, c'est plutôt une contrainte ou c'est plutôt source de motivation ? C'est les deux, c'est-à-dire que c'est une contrainte parce que malheureusement la musique maintenant c'est aussi les réseaux, c'est même quasiment majoritairement les réseaux sociaux, l'exposition, la promo, etc. Tout ça passe par des réseaux. Alors pour autant, moi on essaie d'avoir une communication qui reste centrée vraiment sur ce qu'on fait en musique. Il y a des groupes qui font autrement et qui partagent des choses de la vie privée, etc. Donc c'est pas quelque chose qu'on affectionne particulièrement. On reste vraiment sur le côté professionnel du groupe, le côté musical. Et après c'est super cool parce que ça permet d'avoir des retours très très vite des fans, quoi, directement, et ça c'est chouette. Riff & Jack avec JF. Merci à March of Scylla d'avoir été avec nous dans Riff & Jack. Un grand merci à Arnaud d'avoir partagé ce moment avec nous. Et enfin, un tout grand merci aussi à Ben qui réalise cette émission. L'album Andromeda de March of Scylla est disponible sur toutes les plateformes, sorti chez Clonosphère. Un groupe à suivre de près, entre puissance, sens, émotion. Vous pourrez les retrouver sur scène partout en France. Vos prochaines dates ? Alors les prochaines dates. Alors on joue à Amiens, tiens, on revient là après avoir bougé un peu partout. Là, on est à Amiens. Ça sera le 13 décembre, Cité Carter, festival métal avec plein de copains, plein de groupes amiénois. Donc ça va être une chouette date. Et puis ensuite, ça reprend en janvier. Lille plusieurs fois, on redescend en Bretagne, etc. On a pas mal de dates, mais on va les annoncer de toute façon sur les réseaux. Ouais. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Vous écoutez Riff & Jack sur Happiness. On se quitte
quitte avec un dernier morceau de March of Scylla, Cosmogonie, avant de vous laisser en compagnie de DJ Loss pour son radio show. JF sort les groupes de leur garage dans Riff and Jack chaque samedi de 19h à 20h sur Happiness.